Bonjour, Mylène Gagnon, directrice chez Table Forêt Laurentide. Bienvenue à ce nouvel épisode de Entre l'arbre et l'écorce. On voit souvent les arbres comme des êtres individuels qui vivent de façon autonome. Mais un arbre est beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Jean-Philippe Sénéchal au boisé La Bourbonnière pour comprendre un peu toute la mécanique qui se cache dans l'arbre et dans la forêt. Et n'oubliez pas, à la fin de l'épisode, mon équipe vous a préparé une présentation de l'arbre de la semaine. Un arbre, là, la définition d'un arbre, c'est une plante ligneuse vivace. Puis il y a une hauteur, c'est un 3,5 mètres d'auteur pour être un arbre, sinon on tombe dans les arbustes. Fait que c'est un organisme vivant. Est-ce que les arbres ont toujours existé? Ils étaient là avant nous? Ou... Les arbres étaient là avant nous. Là. De ce qu'on sait, là, ça fait plus de 300 millions d'années qu'il y a des arbres sur Terre. Puis au début, là, ça s'apparentait à des conifères. Puis au fil du temps, dans l'évolution, les feuillus ont pris la plus grande proportion de la planète. Les arbres ils ont évolué, puis au fil du temps, là, on a su évoluer dans l'utilisation qu'on fait avec les arbres. Au début, c'est des abris pour les animaux, du manger, puis avec l'apparition du feu, on s'en est servi pour se chauffer, puis ensuite, on a commencé à transformer le bois pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. De la transformation de la plante jusqu'à la chimie verte, les meubles. On comprend que si la forêt a évolué, ça veut dire que la forêt, nos arbres sont résilients, sont capables de faire face à... Ils sont résilients puis ils s'adaptent au changement climatique. Là, on le voit que les feuillus montent de plus en plus là, avec le réchauffement de la planète. C'est un organisme qui est vraiment résilient puis qui s'adapte avec les perturbations qu'on connaît aujourd'hui. L'être humain, c'est un être qui est résilient, qui va s'adapter aux différentes situations, mais on bouge, on est capable de se déplacer. L'arbre est quand même figé, lui, sur place. Il est quand même capable de... Il va se déplacer. Là, les animaux autour de lui, là, toute la faune va l'aider à se déplacer. Là. Si on prend par exemple un chêne, là, ses glands vont être déplacés par les écureuils. Puis c'est comme ça qu'il va réussir à se reboiser par lui-même plus loin. Moi, souvent dans les animations, j'aime ça faire un parallèle entre l'arbre puis l'être humain. Y a-t-il quelque chose pour vrai à faire là? Bien, il y a un parallèle parce que un arbre, ça vit dans une forêt. La forêt, c'est un peuplement forestier. Ça peut s'apparenter à une communauté qui vit avec tout l'écosystème qui l'entoure. Puis il y a des recherches qui ont été faites. Là, c'est drôle qu'on se trouve dans une forêt comme scandinave. Il y a un Scandinave qui a découvert que les arbres communiquaient entre eux par des signaux chimiques. Si on prend par exemple le hêtre qui va se faire défolier par une chenille, bien, il va envoyer des signaux aux êtres autour de lui, puis il va modifier sa composition chimique pour se protéger. C'est une communauté qui a besoin des autres, qui communiquent entre eux, puis à part l'individu de l'arbre, là, on a tout l'écosystème qui vit ensemble, puis qui s'adapte, qui est résilient. L'arbre a certaines parties. Le corps humain a certaines parties. Y a-t-il des fonctions qui peuvent être... Oui, les fonctions qui peuvent s'apparenter, comme les racines qui vont puiser l'eau pour ensuite là, être montées par le xylème dans l'arbre. Les feuilles servent à respirer, comme un peu les poumons. On a le tronc qui est un peu comme la colonne vertébrale qui se tient. Puis, J'imagine, c'est bien beau les racines, ils puisent l'eau, les nutriments, mais il faut que ça monte jusqu'en haut. Oui, il y a une circulation dans l'arbre qui peut s'apparenter comme au sang, puis qui va faire circuler la sève, l'eau pour s'alimenter puis grossir au fil du temps. C'est ça, j'imagine un autre parallèle à faire, c'est qu'un arbre peut être malade aussi. Oui, un arbre peut être malade, peut souffrir, puis avec la communication, les arbres, les racines finissent par être connectées entre eux, puis ils vont être capables de se donner des nutriments.
Puis un peu comme nous, là, ils vont s'appuyer sur les autres pour se faire aider. Puis à part les arbres, les champignons avec la mycorhize là, vont aider les arbres à capter les minéraux dans le sol. Ça, la forêt va continuer de grandir là, avec les arbres qui meurent. Puis un arbre qui meurt, c'est laisser place à d'autres arbres qui vont pousser en dessous de lui. C'est laisser place à la régénération, un peu comme nous, avec le vieillissement, les jeunes prennent la place des plus vieux, puis un roulement dans les écosystèmes. Le saviez-vous? La sève du bouleau blanc peut être entaillée au printemps et sa sève, récoltée et bouillie, donne un sirop de bouleau. Mais attention, celui-ci ne goûte pas comme le bon vieux sirop d'érable. Son goût est plus prononcé et très bon pour faire des vinaigrettes ou des marinades. Tout comme être vivant, un arbre va grandir aussi. Il a besoin de certains éléments. Si on revient à un peu à la base, pour certains, ça va leur rappeler certains cours qu'ils ont faits, là, mais un arbre, comment ça grandit? Un arbre, ça va grandir là, en faisant de la photosynthèse. Il va capter le soleil avec son système foliaire, puis il va prendre l'eau dans le sol par les racines pour transformer ça en oxygène, puis en sucre là, pour s'alimenter lui-même. Les arbres vont capter le carbone dans l'air pour rejeter de l'oxygène, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont filtrer l'air de la planète. Puis un arbre qui meurt, c'est un arbre qui se décompose, puis tout le carbone qu'il va avoir capté pendant sa vie, il va le rejeter. C'est un peu pour ça qu'on aménage nos forêts, puis on coupe du bois, c'est pour stocker le carbone dans des matériaux, dans des meubles. Ce carbone-là peut être stocké pendant des centaines d'années au lieu d'être rejeté dans l'air. On parle de la croissance, ça a besoin de photosynthèse, donc ça a besoin de lumière. J'imagine croissance d'été versus croissance d'automne, d'hiver. Est-ce que ça grandit toute l'année, un arbre? Non, un arbre, c'est ça. Au Québec, là, avec les saisons qu'on a, aussitôt que la lumière du jour va diminuer, il va commencer à tomber en dormance. Puis c'est ça. Au Québec, les arbres l'hiver arrêtent de croître pour tomber en dormance. Puis au printemps, avec la lumière du jour l'exposition de la lumière qui augmente, là, les arbres vont commencer à se réveiller. Puis la saison de croissance, là, c'est vraiment du printemps jusqu'à la fin de l'automne, puis pour tomber en dormance. Les arbres, pour survivre, on sait, bon, tu l'as dit tantôt, ils se déplacent versus avec les glands ou des semences comme ça. Donc, les arbres se reproduisent, là? Oui, les arbres vont se reproduire. Puis il y a une différence de méthode de reproduction entre les conifères et les feuillus. Les conifères vont se reproduire, le pollen va se déplacer dans l'air parce que les cônes mâles vont dégager leur pollen pour polliniser les cônes femelles, tandis que les feuillus, c'est vraiment les insectes pollinisateurs qui vont assurer la fécondation des fleurs femelles pour tomber ça va faire des fruits. Donc, au Québec, là, la plupart de nos essences sont monoïques. Là, ils vont avoir les deux organes sur eux-mêmes. Comme les feuillus, les fleurs vont être hermaphrodites, ça veut dire qu'ils ont des organes mâles et femelles sur la même fleur. Les feuillus, on appelle ça des angiospermes, c'est des plantes à fruits, tandis que les conifères qu'on connaît au Québec, c'est des gymnospermes, c'est des plantes à graines. C'est pour ça qu'on les appelle les conifères, parce qu'ils font des cônes. Puis est-ce que c'est le seul mode de reproduction par les fleurs, par voie sexuée, dans le fond, ou il y a d'autres modes de reproduction? Non, les arbres sont capables de se reproduire par voie asexuée. Si on prend, par exemple, l'épinette noire, va faire du marcottage. On voit souvent ça dans la forêt boréale. Les branches vont toucher le sol,
pour ensuite faire pousser d'autres épinettes autour de lui avec le même matériel génétique. Les feuillus, comme par exemple l'érable rouge, va faire des rejets de souche lorsqu'on va le couper, puis ça va assurer la régénération par voie sexuelle. Y a-tu, tu sais, il y a certaines plantes, je pense, des fois, ça fait du drageonnement, là, ça s'étend, là. Mais y a-tu des arbres qui font ça aussi? Oui, le hêtre va faire du drageonnement, là. Par exemple, lorsqu'on va perturber d'une forêt une hêtraie par le passage de la machinerie, toutes les blessures qui vont avoir été faites aux racines vont faire du drageonnement. La reproduction par voie sexuée, là, c'est ça. Ça va être le même matériel génétique qui va pousser autour de l'arbre pour faire un arbre qui est un arbre clone avec le même matériel génétique. La question du jour, est-ce que les arbres communiquent entre eux? Eh oui, la science a prouvé que les arbres peuvent communiquer entre eux grâce à des systèmes souterrains de racines et de champignons. En fait, ces racines et ce système vont pouvoir transmettre des nutriments et envoyer des signaux entre les arbres. On peut par exemple transmettre comme signal qu'il y a de la sécheresse ou qu'il y a une attaque d'insectes nuisibles. Donc les arbres vont pouvoir se protéger entre eux, mais toutefois, ils ne peuvent pas transférer de l'eau. C'est un peu comme une sorte d'Internet de la forêt, un Wood Wide Web. Même que les arbres sont capables de garder en vie un arbre presque mort seulement pour garder l'autoroute ouverte. Alors, même si la souche n'a plus de feuilles, elle peut encore avoir de la valeur pour les autres arbres. On l'a dit tantôt que un arbre, ça naît, ça grandit, ça pousse, puis ça finit par mourir. C'est quoi, on fait quoi avec l'arbre mort? On le laisse là ou qu'est-ce qu'on fait? Un arbre mort, c'est un abri pour la faune. C'est pas mauvais d'en avoir dans un peuplement. Par contre, là, avec l'aménagement forestier, ce qu'on vise à faire, c'est de diminuer la mortalité dans les peuplements pour justement stocker le carbone. Puisque quand on coupe les arbres avant qu'ils meurent, on stocke le carbone. Mais si on laisse les peuplements mourir par eux-mêmes, parce que la forêt n'a pas besoin de nous pour se régénérer, puis elle est capable de suffire à ses besoins, mais comme la foresterie au Québec, le but premier, c'est de maximiser la valeur de nos forêts en transformant le bois, bien, c'est ça, on va viser à diminuer la mortalité puis essayer de récolter du bois à perpétuité. Tu en as parlé tantôt, les conifères versus les feuillus. Si on a deux grandes catégories d'arbres, j'imagine qu'ils ont des particularités différentes, des utilités différentes aussi. Oui, exactement. Les conifères et les feuillus, premièrement, l'aire de distribution au Québec est différente entre les conifères et les feuillus. Les conifères vont monter vraiment au nord, justement dans la forêt boréale avec l'épinette noire là, qui va monter au nord de la baie James. Les feuillus ils se tiennent un peu plus au sud à cause de la composition du sol, les précipitations puis le climat. Puis c'est ça, un conifère, c'est un bois qui est plus mou. On va s'en servir pour faire des matériaux de construction, de la charpente. Tandis que les feuillus, là, c'est des bois plus durs. Ils vont servir à faire des meubles, des manches de hache. Puis c'est ça, même les propriétés acoustiques entre les feuillus et les conifères sont vraiment différentes.
Par exemple, si on prend une guitare, le dos va être fait avec un feuillu, les éclisses aussi. Puis pour les conifères, c'est du bois qui absorbe le son. Tu disais, là, de plus en plus, les feuillus montent un peu, mais est-ce qu'on peut se retrouver éventuellement à penser que, à un moment donné, sur la Côte-Nord, il y aura des érables à sucre? Bien, c'est un enjeu actuel au Québec là, avec les réchauffements climatiques. Là, on commence déjà à penser à reboiser avec des essences feuillues un peu plus au nord. Parce que, mis à part les changements climatiques, là, la composition du sol va changer. Là. Par exemple, en Abitibi, là, on retrouve de plus en plus de vers de terre. Ça va décomposer la matière organique. C'est ce qui va faire que les feuillus vont être capables de croître là, dans un sol moins riche en matière organique puis plus riche en sable, en limon puis en argile. Là. Fait que notre forêt mixte des Laurentides va éventuellement se retrouver en forêt mixte nordique, là. Bien, on n'est pas rendu là, là. C'est dur de faire des prévisions, là, mais les chercheurs là, commencent déjà à penser à changer les vergers à graines de place ou encore, c'est ça, reboiser des essences feuillues un peu plus au nord. Mais c'est ça, les prévisions, là, c'est dur de faire des prévisions en fonction des changements climatiques, là, c'est incertain. La science forestière, c'est une science du vivant, fait qu'on, j'imagine, on en découvre encore, puis encore de la recherche à faire. C'est ça, la science évolue, puis on en connaît encore, selon moi, très peu des arbres. Là, on en apprend de plus en plus, mais c'est ça, c'est des organismes vraiment complexes. Puis c'est pour ça qu'on les étudie, puis on fait des tests là, avec l'aménagement. Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, nous allons vous présenter le charme de Caroline. C'est une espèce qui pousse à l'extrême sud du Québec, donc alentour de Montréal, un peu dans les Laurentides. On est à la limite nord de son aire de répartition. C'est plus une essence qui va bien se développer dans le nord des États-Unis en descendant vers le sud. Ici, on a un charme de Caroline. Au Québec, ils vont rarement devenir très gros parce que c'est un arbre qui est très dense, un bois très dur. Donc, pour avoir un bois dur, il faut que ça prenne du temps pour pousser. C'est un arbre qui va pousser extrêmement lentement. Cet arbre-là, ici, il peut avoir peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, juste ce petit tronc-là, ici, là, à côté de nous. Pour le reconnaître, là, lors de l'identification, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre une feuille. C'est une des feuilles les plus légères des arbres du Québec. Fait qu'il va avoir un rameau qui va être très fin et une feuille très dentelée, très agressive. Les dents sur la feuille sont très agressives. Malgré sa petite taille, le charme de Caroline peut être utilisé de diverses façons au Québec. Étant donné que c'est un bois très dense, on peut s'en servir pour faire des manches de hache, des manches d'outils. Puis aussi, il y a une très grande résistance à la friction. Fait que c'est pas un bois qui va s'user par friction. Fait qu'on peut s'en servir là, pour faire des outils très durables, donc des beaux manches de hache. On va servir du charme de Caroline. On peut servir aussi du bois de charme de Caroline pour faire des leviers. Autrefois, les agriculteurs servaient beaucoup du charme de Caroline pour faire des leviers parce que c'est un bois qui a presque pas de flexion puis qui a beaucoup de corps et très solide. J'espère que vous avez apprécié cet épisode Entre l'arbre et l'écorce. On a compris que l'arbre fait partie d'une communauté. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.